Bienvenue dans cette histoire émouvante, étrange et profondément humaine. Celle d'Awa, une couturière discrète qui découvre un miroir capable de révéler ce que les gens disent d'elle en son absence. Un récit bouleversant sur la vérité, les commérages de quartier, la solitude et la dignité. Si tu aimes les histoires qui remuent le cœur et qui font réfléchir, abonne-toi maintenant, active la cloche et reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta façon de regarder les autres. Il y avait dans un quartier poussiéreux et modeste de la ville de Ségou, une femme que presque tout le monde connaissait, sans vraiment la connaître. Elle s'appelait Awa. Chaque matin, avant même que le coq du vieux baba ne chante, Awa était déjà réveillée. Elle préparait son café noir sans sucre, assise seule à sa petite table bancale, face à une fenêtre sans rideau. Le silence de l'aube lui tenait compagnie, ce silence que seules les âmes solitaires apprennent à aimer. Awa n'était ni belle, ni laide. Elle avait ce genre de beauté discrète, paisible, qu'on ne remarque pas au premier regard. Ses cheveux étaient toujours attachés en un chignon simple. Elle portait des pagnes usés, mais propres, et un vieux maître de couturière pendait toujours autour de son cou, comme une écharpe invisible qui disait « Je travaille. Je suis utile ». Elle vivait dans une petite maison à un seul étage, dont les murs écaillés portaient encore les traces des dernières pluies. L'atelier de couture, accolé à la maison, faisait à peine 4 mètres sur 3. Une table en bois, une machine Singer à pédales, des tissus empilés dans un coin, et une boîte en fer blanc qui contenait ses trésors, des aiguilles, des boutons, quelques fermetures éclairs. Awa ne parlait pas beaucoup. Elle saluait ses voisins avec un sourire, baissait la tête quand les enfants jouaient bruyamment devant sa porte. Elle cousait sans relâche, confectionnant des robes pour les mariages, des complets pour les funérailles, des retouches pour les commerçants du marché. Mais ce que le quartier disait rarement, c'est que sans Awa, beaucoup seraient restés déchirés, au propre comme au figuré. Pourtant, on ne l'invitait pas au baptême. On ne la conviait pas aux réunions de femmes. On ne l'appelait pas pour bavarder sur les bancs, sous le grand manguier, comme on le faisait avec Djeneba, la voisine bavarde, ou Fanta, la coiffeuse toujours au courant de tout. Awa était là, présente, silencieuse, invisible. Un jour, un enfant l'avait même appelée la femme fantôme, parce qu'elle passait sans bruit, comme une ombre. Les adultes avaient ri doucement, mais Awa avait entendu. Et ce mot-là l'avait blessée plus que tous les silences du monde. Personne ne savait pourquoi elle vivait seule. Certains disaient que son mari l'avait quittée. D'autres murmuraient qu'elle n'avait jamais été mariée. Une rumeur persistante disait même qu'elle avait perdu un enfant autrefois, mais personne n'osait lui demander. Et elle ne racontait rien. Un après-midi, alors qu'un orage venait de secouer le quartier, Awa sortit par la petite porte de son atelier pour aller jeter les restes de tissu à la poubelle. La ruelle derrière sa maison était boueuse, envahie de feuilles, de détritus et de meubles abandonnés. Elle leva sa robe pour ne pas la salir et faillit glisser sur un vieux morceau de métal rouillé. C'est là qu'elle le vit. Un miroir. Un grand miroir poussiéreux, couché contre le mur de tôle d'un voisin. Son cadre était étrange, ancien, décoré de motifs géométriques sculptés à la main, comme un objet venu d'un autre temps. Malgré la saleté, le verre n'était pas cassé. Awa s'en approcha. Elle se vit, à moitié, dans le reflet trouble. Son visage lui parut plus vieux que d'habitude, plus fatigué. Elle hésita. Elle n'avait pas besoin d'un miroir. Et pourtant, une force douce, inexplicable, la poussa à le soulever. C'était lourd. Elle le traîna jusqu'à sa porte, glissant parfois sur la boue. Elle le nettoya avec un vieux tissu. Puis elle l'installa dans un coin de son atelier, derrière la porte. Juste là où le soleil ne l'atteindrait pas directement. Ce soir-là, après avoir terminé une robe pour une cliente qui ne viendrait jamais la chercher, Awa s'assit, seule, en face du miroir. Le silence était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Elle observa son reflet, pensant à tout ce qu'elle ne disait jamais. Et soudain, l'image changea. Son reflet disparut. À la place, une scène apparut. 2 femmes, assises sur un banc. C'étaient Djeneba et Fanta, en train de bavarder. Et la voix de Djeneba retentit, claire, cruelle. « Awa, elle me fait peur. Tu as déjà vu quelqu'un de si silencieux? Moi je te dis, elle doit cacher quelque chose. Elle est peut-être sorcière. Hein. En tout cas, moi je ne laisse jamais mes enfants l'approcher. » Le cœur d'Awa se serra. Elle cligna des yeux. L'image disparut. Elle toucha le miroir. Rien. Juste son visage, pâle, avec dans les yeux, une tristesse qu'on ne voyait jamais à l'extérieur. Ce soir-là, Awa comprit qu'elle venait de découvrir le vrai visage de son quartier. Et ce n'était que le début.
Le lendemain matin, Hawa tenta de reprendre le cours normal de sa vie. Elle balaya l'atelier comme chaque jour, réorganisa les morceaux de tissu, répara une fermeture cassée. Mais son cœur n'y était plus. Quelque chose avait changé. Non, tout avait changé. Elle n'arrêtait pas de repenser aux mots de Djeneba, cette voisine qu'elle saluait avec gentillesse depuis des années. Ces mots perfides, ce rire moqueur, et surtout, le miroir. Ce miroir qui, la veille, lui avait montré l'invisible. Hawa se demanda si elle avait rêvé. Peut-être la fatigue, le chagrin ancien, un manque de sommeil. Mais une part d'elle, plus profonde, savait que c'était réel. Le soir venu, après avoir cousu en silence toute la journée, elle referma les volets et s'approcha à nouveau du miroir. Elle hésita. Son doigt trembla en effleurant le bois sculpté du cadre. Puis elle s'assit en face. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, lentement, comme une image qui remonte à la surface d'un étang, une nouvelle scène apparut. Cette fois-ci, c'était le jeune Mamadou, l'apprenti du cordonnier. Un garçon de 17 ans, toujours souriant, qui lui portait parfois du pain quand elle n'avait pas le temps de sortir. Il parlait à un groupe d'adolescents devant la boutique d'Abdoulaye. « Hawa, elle me fait pitié. Wallahi. Toute seule avec ses fils et ses tissus. Elle vit comme une vieille avant l'heure. Mais tu sais quoi? Elle est gentille. Une vraie bonne personne, ça se voit. Moi, j'aimerais bien qu'elle me raconte sa vie, mais elle parle jamais. C'est dommage. » Hawa sentit une chaleur étrange monter en elle. Des larmes, silencieuses, glissèrent le long de ses joues. Le miroir ne mentait pas. Il montrait tout. Le venin comme la tendresse. Et à cet instant, elle comprit que le miroir n'était pas seulement une malédiction. C'était un test, une épreuve, une clé. Le surlendemain, elle regarda encore. Et encore. Chaque soir, un nouveau fragment de vérité lui était offert. Elle vit Enfanta, la coiffeuse, rire aux éclats en racontant qu'Hawa avait forcément fait des sacrifices pour rester jeune sans mari. Abdoulaye, le vendeur d'épices, dire en soupirant, Hawa mérite mieux. Elle a trop de dignité pour ce quartier de langue sale. Oh, la vieille Aminata, murmurait à sa belle-fille. Elle parle peu, mais elle écoute beaucoup. Et crois-moi, ceux qui écoutent sans parler savent des choses que nous, on oublie vite. Le miroir devenait un théâtre vivant, une fenêtre sur l'âme du quartier. Chaque visage qu'Hawa connaissait, et certains qu'elle ne soupçonnait même pas, révélait ce qu'il cachait derrière les sourires du quotidien. Et chaque soir, elle se posait la même question. Que vais-je faire de tout ça? Elle pouvait refermer le miroir à jamais, faire semblant de ne rien avoir vu. Ou se venger, révéler ce qu'elle savait à ceux qui parlaient dans son dos. Ou se taire encore, mais plus par faiblesse. Par force. Car une chose devenait de plus en plus claire. La vérité n'était pas un fardeau. C'était un pouvoir. Mais un pouvoir dangereux. Et Hawa allait devoir choisir comment l'utiliser. Ce miroir, tombé dans sa vie comme une goutte de vérité pure dans une mer de mensonges, l'obligeait à regarder le monde autrement. Plus personne, désormais, n'était tout à fait innocent. Mais peut-être que dans ce monde d'hypocrisie, quelques lumières sincères brillaient encore. Et Hawa, dans son atelier silencieux, les yeux noyés d'émotion, se demandait si ces lumières-là méritaient d'être protégées ou allumées davantage. Les jours passèrent, mais le miroir ne quitta plus la routine d'Hawa. Il devint presque un rituel secret, comme une confession silencieuse du quartier que seule elle pouvait entendre. Mais ce soir-là, le miroir lui révéla ce qu'elle redoutait le plus. Pas un simple commérage, pas une moquerie, mais une trahison, une profonde blessure, infligée par la seule personne qu'elle considérait comme un ami. Il s'appelait Ibrahima, un homme discret, doux, veuf depuis peu, qui passait chaque vendredi devant son atelier pour lui laisser un peu de riz ou de poisson, sans rien attendre en retour. Il s'arrêtait parfois pour discuter quelques minutes. Il parlait peu, mais il écoutait bien. Avec lui, Hawa se sentait moins invisible. C'était le seul homme à lui avoir demandé. « Et toi, Hawa, qui te répare, toi ?» Une question simple, posée un jour de pluie, alors qu'elle recousait une robe blanche trempée. Elle avait levé les yeux, surprise. Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, elle avait souri sans se forcer. Elle pensait que dans ce quartier où tout était regard, bruit et poison, il existait au moins un cœur qui la comprenait sans juger. Mais ce que le miroir lui montra cette nuit-là brisa quelque chose de profond en elle. La scène apparut dans le verre. Ibrahima était assis chez un voisin, un verre de thé à la main. Face à lui, Fanta. Encore elle. Fanta, tu vas encore chez la couturière? Tu fais semblant de lui acheter du tissu?
Ou tu veux vraiment en faire ta femme? Ibrahima rit. Pas un rire méchant, mais un rire gêné, fuyant. Ibrahima. Awa? Non, c'est juste que je la plains. Elle a l'air perdue, tu sais. Toute seule depuis des années. Elle me fait penser à ma sœur, paix à son âme. Faut bien qu'elle parle à quelqu'un, non? Sinon, elle va finir folle. Awa sentit une brûlure dans la poitrine. Un mot résonna plus fort que tous les autres, je la plains. Elle aurait préféré entendre qu'il la haïssait, qu'il se moquait. Mais la pitié, cette pitié douce, hypocrite, enrobée d'une fausse bienveillance. C'était pire que la haine. Elle resta là, figée devant le miroir. Les poings serrés, le cœur glacé. Le lendemain matin, alors qu'Ibrahima passait comme d'habitude, avec un petit sac de riz, elle ouvrit sa porte avant même qu'il frappe. Ibrahima, tu peux le garder, ton riz. Awa. Je ne suis pas ta sœur. Je ne suis pas ta charité. Et je ne suis pas folle. Il voulut parler, mais elle ferma la porte. Boum! Un silence lourd retomba sur l'atelier. Ce jour-là, Awa ne travailla pas. Elle resta assise, les mains croisées, le regard vide. Elle ne pleura pas. Pas cette fois. Mais quelque chose en elle s'était fermé. Un verrou intérieur qu'elle avait gardé entrouvert, juste pour Ibrahima. Le miroir ne parla pas ce soir-là. Et même s'il l'avait fait, elle ne l'aurait pas écouté. Elle comprenait désormais une chose essentielle. La vérité est un feu. Elle éclaire. Mais elle brûle aussi. Et parfois, c'est ceux qu'on croit les plus proches qui nous jettent dedans. Mais Awa n'était pas brisée. Non. Elle sentait au fond d'elle-même qu'elle devait transformer cette blessure en force. Et que le miroir, ce maudit et merveilleux miroir, n'avait pas fini de révéler ce que le quartier cachait si bien. Pendant plusieurs jours, Awa ne parla à personne. Elle cousait. C'est tout. Des heures durant, le bruit de l'aiguille dans le tissu était le seul son qui animait son petit atelier. Comme une respiration. Comme un cœur qui bat lentement mais avec détermination. Elle n'avait plus besoin du miroir. Elle l'avait rangé sous une toile, posée contre le mur du fond. Car ce qu'elle avait vu, lui suffisait. Désormais, elle savait. Et maintenant, elle choisissait. Non pas de se venger. Non. Awa n'était pas de celles qui jettent l'huile sur le feu. Elle voulait montrer. Pas en criant, mais en agissant. Elle décida de faire ce qu'elle savait faire de mieux, coudre. Mais cette fois, ce n'était pas pour de simples commandes. Elle allait utiliser l'aiguille comme on utilise une plume. Le tissu comme un message. Le lundi suivant, elle se leva avant l'aube, balaya le devant de son atelier, et accrocha au-dessus de la porte une nouvelle robe. Mais pas n'importe laquelle. Une robe à motifs uniques. Chaque motif représentait un symbole du quartier. Une oreille ouverte, pour les commérages. Un masque brisé, pour les faux-semblants. Une main tendue, pour la vraie gentillesse. Et au centre, un cœur cousu en fil doré, recousu par endroits, comme guéri après avoir été brisé. Les passants s'arrêtèrent. Regardèrent. Chuchotèrent. Fanta fronça les sourcils. Mamadou s'approcha en silence. Même Ibrahima, de loin, leva les yeux vers la robe, l'air troublé. Mais Awa ne dit rien. Elle se contenta d'ouvrir sa porte comme chaque matin. Et de coudre, encore. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle sortit dans le quartier. Pas pour acheter. Pas pour saluer. Mais pour offrir. À chaque personne dont elle avait vu le reflet dans le miroir, elle tendit un petit morceau de tissu brodé, sans un mot. Des messages muets, cousus avec soin, pour chacun. À Fanta, elle offrit un carré de soie noire, sur lequel elle avait brodé un miroir éclaté avec la phrase « Ce que tu renvoies te revient ». À Ibrahima, un morceau de lin, avec un cœur ouvert et la phrase « La pitié n'est pas l'amitié ». À Mamadou, un tissu beige orné d'un soleil, accompagné d'un mot manuscrit « Merci pour la lumière ». Chacun reçut son morceau. Chacun lut. Certains rirent, d'autres restèrent figés. Et certains eurent les larmes aux yeux. Mais Awa ne dit toujours rien. Le soir venu, elle rentra chez elle, alluma une bougie, et sortit à nouveau le miroir. Mais cette fois, ce n'était pas pour observer. C'était pour se regarder elle-même. Et pour la première fois depuis des années, elle se vit, droite, solide, vivante, pas parfaite, pas aimée par tous, mais vraie. Le miroir ne reflétait plus seulement les murmures des autres. Il reflétait aussi ce qu'elle était devenue. Une femme qui, malgré les blessures, avait choisi la dignité plutôt que le bruit. La vérité plutôt que le silence complice. Ce soir-là, Awa s'endormit sans amertume. Le quartier, lui, était en ébullition. Les morceaux de tissu brodé avaient circulé partout, comme des lettres ouvertes.
Des vérités silencieuses cousues à la main. Et sans prononcer un mot, Hawa avait déclenché un lent tremblement de conscience. Le calme fut bref. Trop bref. Si certains avaient reçu les morceaux de tissu comme des invitations à la réflexion, d'autres l'avaient vécu comme une déclaration de guerre. Le quartier, si prompt à juger, n'aimait pas être jugé en retour. Et Hawa, sans un mot, sans un cri, avait mis le doigt sur leurs hypocrisies les plus honteuses. Cela commença par des regards froids, puis des chuchotements plus audibles qu'avant. Elle se prend pour qui, maintenant? Une prophétesse avec son fil magique? Elle croit qu'on va s'excuser, qu'elle est la seule à souffrir. Et puis vinrent les actes. Un matin, en ouvrant la porte de son atelier, Hawa trouva un seau d'eau sale renversé sur son seuil. Le tissu suspendu avait été déchiré pendant la nuit. Des fils traînaient sur le sol, comme des intestins arrachés à son œuvre. Elle resta là, un moment, figée. Puis elle baissa les yeux, ramassa chaque morceau, sans un mot. Mais quelque chose, dans son regard, venait de se fendre. Le miroir, ce soir-là, devint plus lourd à porter. Elle y vit les visages de ceux qu'elle avait espéré éveiller, se refermer, s'unir contre elle. Fanta, blessée dans son orgueil, rassemblait les voisines comme une reine vexée. Cette femme pense qu'elle peut nous humilier avec ses chiffons, qu'elle se regarde elle-même. Une folle avec un miroir. Le mot était lancé. Folle. Et dans le quartier, ce mot avait le pouvoir de réduire une vie en cendres. Un soir, un garçon du voisinage vint discrètement la prévenir. Ils veulent parler au chef du quartier. Dire que tu vois des choses pas normales. Qu'ils ne veulent plus que tu sois là. Hawa referma sa porte sans répondre. Mais ce soir-là, elle resta longtemps éveillée. Elle avait voulu révéler. Mais la vérité est un miroir à double tranchant. Elle éclaire ceux qui ont le courage de se regarder, mais aveugle ceux qui refusent de se voir. Le lendemain, elle sortit quand même. Tête haute. Elle recousit le tissu de la robe arrachée, fil après fil, comme pour réaffirmer son existence. Chaque point était une résistance. Mais au fond d'elle, une faille s'était ouverte. Et cette faille allait bientôt devenir une flamme. Car une nuit, très tard, une odeur étrange la réveilla. De la fumée. Elle se leva d'un bond, courut vers l'atelier. Les rideaux étaient en feu. Un feu lent, qui avait commencé par les rebuts de tissu, près du vieux poêle à charbon. Un feu discret, mais volontaire. Elle attrapa un seau. Un autre. Elle cria. Des voisins sortirent, mais restèrent à distance. Seul Ibrahima s'élança avec elle. À deux, ils éteignirent les flammes, à moitié asphyxiés. Mais le mal était fait. Les tissus précieux avaient brûlé. Une partie du mur était noircie. Le miroir, lui, était resté intact, comme un témoin muet. Hawa, les bras couverts de cendres, regarda autour d'elle. Personne ne parlait. Et pourtant, tout le monde savait. Quelqu'un, cette nuit, avait voulu la réduire au silence. Mais ils avaient oublié une chose essentielle. Le feu ne détruit pas toujours. Parfois, il forge. Les cendres avaient noirci le seuil de l'atelier. Mais pas l'âme d'Hawa. Les flammes avaient léché ses tissus, mais pas effacé ses convictions. Et pendant plusieurs jours, le quartier crut qu'elle avait abandonné. La porte resta close. Le miroir, dissimulé. Les commères reprirent confiance. Fanta se pavanait à nouveau. Ibrahima, silencieux, ne disait rien. Même Mamadou, touché mais prudent, n'osait plus venir. Mais une chose flottait dans l'air, comme un vent qui s'était levé. Et ce vent n'allait pas tarder à souffler sur les masques. C'était un dimanche matin, jour de marché, de palabres, de bruit. Quand les habitants du quartier sortirent, ils virent quelque chose de nouveau accroché au mur. Des feuilles, blanches, simples, mais chacune portait des mots. Des phrases cousues à la main en fil noir. Pas signées. Mais tout le monde savait. Une vérité murmurée est plus puissante qu'un mensonge crié. Celui qui t'écoute en ton absence mérite ton respect en ta présence. Le feu qui brûle une maison peut réveiller tout un village. Je ne suis pas folle. Je suis lucide. Et c'est ce qui vous fait peur. Silence. Les passants s'arrêtèrent. Les conversations s'interrompirent. Quelqu'un n'osait parler. Enfin, à midi, la porte de l'atelier s'ouvrit. Et Hawa sortit. Pas en robe simple, mais vêtue d'un habit entièrement blanc, cousu de sa main, avec un long voile translucide, flottant au vent. Un symbole de paix, mais aussi de présence. Elle marcha lentement vers la place centrale du quartier. Tous les regards se tournèrent vers elle. Hawa grimpa sur un vieux banc. Ses mains tremblaient. Puis, d'une voix posée mais forte, elle parla. Pour la première fois. Vous m'avez vu sans me regarder.
Vous m'avez jugé sans me connaître. Et quand j'ai voulu parler, vous avez voulu me faire taire. Je n'ai pas répondu par la haine. Parce que la haine est bruyante, mais creuse. Ce miroir que j'ai trouvé, ce n'est pas un sort, ce n'est pas un mensonge. C'est un reflet. Il m'a montré vos visages quand vous pensiez que je n'étais pas là. Et j'ai pleuré. Pas parce que vous m'avez trahi, mais parce que je vous aimais malgré tout. Silence. Un enfant pleura doucement. Quelqu'un toussa. Mais personne ne partit. Elle continua. Aujourd'hui, je ne demande pas vos excuses. Je ne veux pas votre pitié. Je veux seulement que vous vous regardiez. Comme moi, je me suis regardé. Car la vraie solitude, ce n'est pas de vivre seul. C'est d'être entouré. Et ignoré. Hawa descendit du banc. Son regard croisa celui de Fanta, figé. Celui d'Ibrahima, honteux. Et celui de Mamadou, les yeux pleins d'eau. Le vent soufflait doucement. Comme un souffle nouveau. Comme une réponse. Et pour la première fois depuis longtemps, personne n'osa détourner les yeux. Le soir même, le silence avait envahi le quartier. Mais ce n'était plus un silence de jugement. C'était un silence de prise de conscience. La parole d'Hawa avait glissé dans les ruelles comme une pluie fine. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas accusé. Elle avait simplement mis chacun face à soi-même. Et cela, c'est ce qui fait le plus mal. Le lendemain matin, les femmes du quartier, une à une, passèrent devant l'atelier d'Hawa. Certaines laissèrent une fleur sur le pas de la porte. D'autres un petit mot. Une étoffe, un bouton, un geste. Même Fanta, l'orgueilleuse, vint frapper. Elle ne dit pas pardon. Elle ne savait pas comment. Mais elle laissa une boîte de tissu. Avec un mot simple. Pour que tu continues à nous coudre, même quand on t'abîme. Mais Hawa, ce matin-là, n'était plus dans l'atelier. Elle était dans la ruelle derrière chez elle. Devant le miroir. Celui qui avait tout déclenché. Elle s'assit face à lui. Longtemps. Le reflet n'était plus aussi net. Les visages des autres apparaissaient flous. Comme si le miroir fatiguait, lui aussi. Elle vit alors son propre visage. Fatigué, mais digne. Brisé, mais debout. Et c'est là qu'elle prit sa décision. D'un geste calme, elle se leva. Puis saisit une grosse pierre posée au sol. Et sans violence. Avec une lenteur presque solennelle. Elle la lança. Le miroir explosa. En mille éclats. Le son résonna comme un glas. Ou une libération. Car Hawa avait compris. Elle n'avait plus besoin de ce miroir pour voir la vérité. Elle l'avait regardé en face. Elle l'avait dite. Elle l'avait vécu. Et à présent, elle n'était plus seule. Dans les semaines qui suivirent, le quartier changea doucement. Les rires revinrent. Mais ils étaient plus sincères. On s'écoutait un peu plus. On chuchotait un peu moins. Et Hawa, elle, continua de coudre. Mais pas seulement des robes. Elle cousait des liens, des ponts, des cicatrices. Un jour, un journaliste de la radio locale vint l'interviewer. On lui demanda. Vous avez été blessé, rejeté, trahi. Mais vous n'avez jamais répondu par la haine. Pourquoi? Elle sourit, humblement. Parce que la haine déforme. Et moi, j'ai choisi de coudre. Pas de déchirer. Et toi qui as suivi cette histoire jusqu'ici, tu comprends maintenant que parfois, le miroir le plus puissant n'est pas celui qui reflète les autres, mais celui qui t'oblige à te regarder toi-même. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, pour ne pas manquer les prochaines. D'autres récits t'attendent, porteurs de vérité, de douleur et d'espoir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et n'oublie pas, même les fils les plus fins peuvent réparer un tissu déchiré, à condition de coudre avec le cœur.